Alors ici j'avais vu donc un extrait de la fameuse opéra 11 de Schoenberg, mais en fait je ne peux pas vous faire écouter la musique en même temps que j'enregistre avec ce logiciel-ci. Mais du coup ça je vous mettrai un lien dans la vidéo. Mais je voulais juste vous montrer en fait vous voyez dans la vidéo maintenant on n'entend pas les sons, mais en fait les différentes parties musicales sont soulignées avec différentes couleurs. D'accord. Et donc, pour arriver à un fin code, ici, on a motif principal en vert, sorte d'étrange soupir ascendant qui répond à ceci en bleu, figure chromatique douloureuse en orange et, euh, et un arpège orné de si mineurs, etc., en rose-violet. Ça va? Alors, en fait, ça, c'est vraiment un des principes qui intéresse de près Kandinsky, parce que pour lui, il s'agit donc d'opérer cette fameuse synesthésie, de pouvoir associer des couleurs et des sensations des instruments dans ce qu'on appelle vraiment un travail de traduction, finalement. C'est comment est-ce que je traduis tel mot dans un autre langage, dans un autre médium. Et forcément, ce travail de traduction est un travail qui a infinie traduction, un peu comme la traduction d'un poème. On peut le traduire d'une langue à l'autre, mais on pourrait avoir vraiment énormément de variantes possibles. Et donc, forcément, pour lui, cette recherche, c'est une façon de pouvoir se détacher de cette représentation et de cet ancrage avec une réalité où on a un rapport de mimésis, d'accord? Et donc ici, par exemple, je vous ai mis un de ces tableaux où Kandinsky nous explique un petit peu les associations qu'il fait avec les différentes couleurs. Donc jaune, par exemple, au niveau des timbres, il associe la trompette aiguë pour exprimer la fureur, le délire et la rage. Vert, ce sera le violon, gravité moyenne, épanouissement, repos terrestre, calme, passivité. Bleu, ici on a même trois tonalités, clair, foncé, plus foncé, flûte, violoncelle, contrebasse. Éloignement, différence, calme, profondeur, spiritualité, repos céleste. Violet, on a corps anglais, basson grave, tristesse, introspection. Rouge clair, rouge foncé, violon, violoncelle, alto, joie, jeunesse, fraîcheur, passion intériorisée. Orange, tuba, tambour, cloche, trompette, force, fougue, triomphe. Et donc, voilà, il nous fait des associations. Certaines, peut-être, sont celles que nous-mêmes, on aurait fait, par exemple, avec des couleurs froides, associées à des sensations plutôt de calme ou alors aussi de tristesse, etc. Et des couleurs chaudes comme les rouges à la passion, etc. C'est pas si, finalement, étrange que ça. Et donc, il se crée en quelque sorte des instruments lui-même aussi pour pouvoir composer, pour pouvoir réaliser ces tableaux abstraits. Alors, il travaillait souvent en collaboration avec des musiciens et des danseurs aussi. Par exemple, vous pouvez donner en aquarelle à un danseur qui exécutait une improvisation sur son propre aquarelle abstrait et finalement, les musiciens devaient, à partir de la danse, comprendre de quelle aquarelle il s'agissait ou inversement, donc des processus vraiment de recherche expérimentale sur la forme et sur l'abstraction. Alors, nous, on sait parce que Kandinsky il a écrit différents traités où il nous explique aussi tout ça, la théorie des couleurs, il fait même le procédé aussi pour les formes, est-ce que telle forme exprime ceci, est-ce qu'un point exprime cela, etc. Et évidemment, c'est sa vision à lui, d'accord? On aura d'autres artistes qui vont travailler sur ce genre de concept. Et il subdivise un petit peu son travail, ses productions picturales, en trois processus. Donc, nous avons ce qu'il appelle les impressions. Donc, c'est des tableaux qui sont nés de la réalité, impression de la nature externe. Donc, cette fameuse travail d'abstraire à partir du réel. Les improvisations, donc ça, c'est les improvisations, c'est des peintures nées d'un événement de nature intérieure. Les compositions, qui sont les résultats de recherche et de réflexion nécessitant un travail lent, basé sur des études préliminaires et des esquisses. Donc, ces trois étapes, trois processus différents qu'il utilise tous dans la même période, hein, c'est pas forcément l'un après l'autre. On peut les associer déjà à certains termes à des choses que nous avons déjà étudiées. Donc, impression, par exemple, ça va forcément nous rappeler les impressionnistes.
improvisation, quand on lit un petit peu ce qui nous explique, tourner d'un événement de nature intérieure, ça devrait nous faire penser à la démarche expressionniste, donc de cette démarche d'introspection et comment transmettre une émotion, sensation, etc. Et composition, finalement, c'est le résultat d'une recherche de cette composition très lente et analytique. Et donc, on pourrait l'associer, par exemple, au travail du cubisme analytique, d'accord? Et donc, pour lui, forcément, comme je vous avais dit, toutes ces influences qui sont quand même celles-là, et le fait que tous ces artistes travaillent un petit peu en même temps, ces choses sont intégrées donc dans sa recherche à sa propre manière, bien sûr. Et donc ici, je vous montre quelques exemples de quoi ça correspond à quoi. Donc ici, par exemple, nous avons une impression, et là, c'est impression 3, concert. Et on est en 1911. Et là, on peut encore quand même reconnaître de quoi il est parti, si on veut, surtout quand il dit concert. S'il ne disait pas concert, peut-être que ça serait plus compliqué. Mais alors, on voit donc cette forme, cette grande forme noire qui devrait nous rappeler un piano, en principe, et ces formes ici autour qui pourraient nous rappeler un petit peu le public. Donc, on peut encore déduire un petit peu de là où il est parti. C'est pour ça que c'est une impression. Ensuite, ici, je vous ai mis un exemple d'improvisation où là, on n'a plus vraiment, on ne sait plus très bien s'il y a une référence, et normalement, il n'y en a pas, à quelque chose de figuratif, de réel qui se trouve dans le monde réel, etc. Et là, ça pourrait être plutôt du travail qui peut faire à côté d'un musicien et improviser, par exemple, sur telle musique en utilisant telle couleur et telle couleur pour exprimer ceci et cela, mais qui est un travail qui est fait relativement rapidement, d'où le mot improvisation. Et finalement, ceci, par exemple, c'est une composition, donc composition 7, où c'est un travail qui est beaucoup plus long, beaucoup plus structuré. Et là, c'est un peu l'idée de se mettre à la place d'un travail, par exemple, d'un musicien qui est en train de constituer, réaliser sa musique et donc de composer. D'accord? Et donc, c'est là, ça demande du temps. J'associe telle couleur à telle autre pour provoquer telle sensation, telle forme, etc. Donc, c'est un travail, un processus assez long. Et qui donc, il ne se réfère plus nécessairement aux réalités, mais qui est dans ces codages que lui-même a créé, l'association, telle couleur s'exprime ceci, telle forme s'exprime cela, etc. On vient enfin à cette abstraction géométrique. Pour parler de l'abstraction géométrique, je choisis de vous parler de Piet Mondrian en particulier, qui a fait, lui, partie de ce mouvement qui s'appelle De Stijl. Donc, on est aux Pays-Bas, entre 1917 et 1932, et avec le concept de néoplasticisme, dans l'idée de réconcilier la dualité des matières et de l'esprit. Et en effet, c'est assez étrange de penser que finalement, que ce soit chez Kandinsky ou chez Mondrian, on retrouve un discours qui est un discours assez lié à la spiritualité. Donc, on n'est pas du tout, d'ailleurs, il le dit aussi dans son traité Kandinsky, on n'est pas du tout dans quelque chose qui nie, par exemple, les rapports de l'art à un aspect spirituel. Donc, Mondrian, il a lui aussi, donc, attendez. Donc, cette nouvelle plastique doit trouver une expression de l'abstraction de toute forme et couleur, c'est-à-dire dans la ligne droite et dans la couleur primaire nettement définie. Donc, ça, c'est un petit peu l'idée. Et tout le monde a peut-être en tête des tableaux de Mondrian où on voit justement les couleurs primaires et des lignes orthogonales. Alors, Piet Mondrian aussi, il a été influencé par différentes choses, et lui en particulier en 1909, par le tableau de Cézanne qui avait été exposé au Rijksmuseum à Amsterdam. Donc, si on avait de l'autre côté un attachement aux impressionnistes, chez lui, pas tellement. Et en 1911, lui aussi, il va à Paris et il voit les œuvres cubistes de Braque et de Picasso. Alors, comme pour les autres peintres abstraits, finalement, lui aussi, il doit abstraire, donc partir du réel, retirer des formes, pour arriver à qu'elle ne soit plus reconnaissable. Et donc, chez lui, c'est assez intéressant parce qu'on a toute cette série liée aux arbres qui nous montre vraiment les différentes étapes de ce processus d'abstraire qui devient assez clair. Donc, vous voyez comment on est passé de ça à ça. Et là, on voit vraiment la connexion avec le cubisme aussi par rapport à la palette qui devient une palette assez monochrome, comme je vous avais expliqué, parce qu'on va se concentrer plutôt sur la forme que non sur les couleurs, pour arriver à quelque chose comme celle-ci qui est complètement abstraite et que nous
nous avons vu l'image précédente de l'arbre qu'on peut donc encore associer à cela, mais si on voyait celle-ci sans les deux autres précédentes, on ne pourrait rien dire. Et là aussi, on est à nouveau, regardez un petit peu le titre, dans composition numéro 16. Donc, on a aussi cette idée d'abstraction, composition, impression, improvisation. Donc, finalement, aussi des titres qui deviennent des titres abstraits et qui ne nous donnent plus aucun indice sur l'élément du départ. Ou encore celle-ci, composition 14, où là, on est vraiment sur ce travail orthogonal que Mondrian va mettre en place. Les premières œuvres vraiment abstraites et aussi dans le style de Mondrian que tout le monde connaît et qui est reconnaissable avec ces trois couleurs primaires et ces orthogonales seront réalisées à partir de 1921. Et en fait, l'artiste, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir établir des sortes de lois universelles qui sont des lois universelles de la peinture. Et donc, quelles sont les formes et les lignes qui peuvent nous permettre de tout représenter à partir de ces simples lignes-là et de ces simples couleurs-là. Donc, avec les trois couleurs primaires et les noirs et les blancs, on peut réaliser toutes les couleurs. Et avec les lignes orthogonales, on a représenté l'essentialité de toutes les lignes. D'accord? Et donc, pour lui, finalement, tout se réduit à ces simples vocabulaires des plastiques, des blancs, rouges, jaunes, pour pouvoir exprimer ce qu'il appelle des lois universelles. Et donc, il y a vraiment un discours qui reste un discours quand même fortement lié à un aspect spirituel chez lui et qui s'exprime par vraiment un choix très très réduit d'utilisation des couleurs et des formes. Ça va? Alors, c'est vrai que quand on regarde un tableau de Mondrian de loin, on a l'impression que c'est des aplats et que c'est très net, etc. Pour les personnes qui l'ont peut-être eu la chance de les voir pour de vrai, on sait en réalité qu'il y a tout un empattement. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la peinture qui n'est pas finalement aussi à plat que ça. Donc, c'est très intéressant de les voir pour de vrai. Et il y a vraiment une certaine vibration dedans qu'on ne peut pas percevoir évidemment dans des reproductions. Alors, j'espère que ces brefs parcours vers l'abstraction, peut-être un petit peu plus creuser le travail de Kandinsky que d'autres, ça vous a permis un petit peu de comprendre ce qui se passe dans toute cette période et comment toutes ces recherches finalement mènent à rompre tous les codes de la peinture, qui était quand même une peinture de mimésis quasi depuis toujours, avec évidemment des exceptions par-ci par-là dans l'histoire de l'art et qui finalement mène aussi à se poser des questions sur quelles sont les réelles caractéristiques de la peinture en tant que telle. Une peinture qui peut exister non pas comme quelque chose qui va être une reproduction de la réalité, mais une peinture qui peut exister par ses propres qualités intrinsèques. Et donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques de ce qu'on appelle, la modernité en histoire de l'art. J'espère que tout ça est clair et on verra bien si je peux ajouter d'autres éléments, notamment j'ai laissé complètement de côté les constructivistes, les suprématistes russes, etc. Donc j'en suis bien consciente. On va voir si on peut rattraper ça dans un autre cours.